Bienvenue dans BrandZone, le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Bonjour, dans BrandZone, aujourd'hui nous recevons Élodie Artiaga. Donc Élodie, tu es directrice du pôle célébrité chez e-Idols, nommée récemment. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, parce qu'en fait tu es très connu dans le métier de l'influence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Déjà, bonjour Benoît, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui dans BrandZone. Je suis ravie d'être ici. Alors, je m'appelle Élodie Artiaga, j'ai 31 ans, j'habite à Paris. Ça fait plus de 8 ans maintenant que je suis dans le milieu de l'influence. J'ai passé 8 années chez L'Oréal et tout juste maintenant le shift en agence en tant que directrice du pôle célébrité de chez e-Idol. Peux-tu nous raconter tes premiers pas dans le monde de l'influence ? Comment tu es arrivé dans ce secteur ? Alors, j'y suis arrivée assez de manière naturelle. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Depuis le plus jeune âge, j'étais déjà très relationnelle, que ce soit dès même le collège. Et après, j'ai voulu un peu m'orienter et voir si c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, à peine arrivée en école supérieure, j'étais encore au bac. J'ai fait des stages dans une agence de communication. Donc, à l'époque, c'était plus de la communication globale. Donc, des RP, on appelait ça, des relations presse. Et ça m'a tout de suite plu. Donc, je me suis orientée directement dans une école de communication avec quelques stages, que ce soit à la télé, chez Audi, mon dernier stage d'ailleurs, dans l'automobile, et dans des agences aussi de communication pour faire mon dernier stage, mon dernière alternance d'ailleurs, c'était une alternance chez L'Oréal. Et j'y suis restée, on appelle ça des bébés L'Oréal, et 8 ans. Voilà, donc c'était assez naturel. Et chez L'Oréal, à l'époque, c'était très communication, comme je disais, plus classique. Et c'est vrai qu'on a vu dans ces 7-8 dernières années le vrai shift de l'influence qui s'est fait avec des vrais pôles dédiés à l'influence. Donc ça s'est fait assez de manière naturelle. Et j'ai pris ce tournant avec le tournant du marché. Et donc, tu as travaillé chez L'Oréal, où tu as notamment travaillé sur la partie influence. Tu as exercé différents métiers chez L'Oréal. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans cette entreprise ? Bien sûr. Donc, j'ai commencé sur la marque L'Oréal Professionnel, que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment une division qui m'est chère. J'ai passé 4 ans sur cette division et sur cette marque en tant que chargée de communication. Donc, les RP, la presse, l'événement et le tout début de l'influence. Donc c'est vraiment là qu'on a commencé à vraiment parler d'influence il y a 8 ans. Après 4 ans sur cette marque, j'ai rejoint la division grand public en tant que responsable communication et influence Lascade, donc les marques françaises du groupe type Mixa, DOP, La Provençale, etc. Et ensuite, il y a eu vraiment toute la partie influence qui est rentrée dans les stratégies marketing puisqu'elle se développait énormément. Et à ce moment-là, j'ai rejoint du coup la CMO en tant que responsable influence pour L'Oréal France avec des enjeux de transversalité et de professionnalisation du métier. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux juste peut-être préciser ce que c'est CMO ? CMO, c'est comme une division qu'englobe en fait les quatre divisions de L'Oréal avec des métiers d'expertise type, c'est là où on retrouve les métiers du média, de la data, du CRM, de l'influence, etc. Tous les métiers que les marques ont besoin dans leur stratégie au quotidien. Et qu'est-ce que tu apprends tout de suite quand tu travailles pour un groupe aussi grand, du coup, je sais pas, au niveau des process, au niveau de ton expérience, qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience ? Ce que j'ai appris beaucoup, c'est la culture du résultat et de la performance. Beaucoup de rigueur. L'Oréal, c'est une très, très bonne école qui est assez précurseur à la pointe de l'innovation, à la pointe du savoir. Donc, ça demande vraiment beaucoup de rigueur. Et c'est vraiment toute cette culture aussi plus politique du résultat et de la performance. Quel moment a été un tournant dans ton parcours ? Le moment qui a été un vrai tournant, je dirais que c'est il y a 3 ans. Quand je suis arrivée à la CMO, justement,
a donné une dimension plus globale en sortant de marque. Donc vraiment la dimension stratégique de l'influence au niveau groupe, la dimension politique, la transversalité et l'optimisation. En fait, comment est-ce qu'on optimise un pôle comme ça, comment on le rend efficiency. Donc vraiment, je pense que la manière dont j'ai changé vraiment ma vision aussi du travail en sortant de marque, c'est vraiment ça le tournant de ma carrière chez L'Oréal. L'Oréal regroupe un panel de marques assez conséquente. Comment on fait pour travailler sur autant de marques, surtout que chaque marque a sa propre stratégie? Comment tu travailles au quotidien avec l'ensemble des marques? En fait, c'est un groupe effectivement qui va dans la même direction. Les marques vont dans la même direction. Après, chaque marque a son ADN, comme tu dis. Donc chaque marque appartient à sa direction et doit respecter son ADN de marque dans toutes les actions qu'elle produit. Donc c'est plus une vision globale du groupe. Et puis après, chacun opère à sa manière avec son ADN. Quel a été pour toi le plus gros apprentissage dans la gestion de talent au cours de ta carrière? L'adaptation, l'écoute et beaucoup aussi de résilience sociale, je dirais, parce qu'on travaille avec des profils qui sont complètement différents. Mais on doit toujours voilà, avoir un bon relationnel, savoir écouter, savoir où est-ce que les autres veulent aller, et les accompagner aussi du mieux possible, et de construire des opérations, des activations qui correspondent aux gens qu'on a en face de soi. Donc ce sera vraiment c'est vraiment ces 3 points, et c'est plus de l'apprentissage finalement personnel, hein, qui rentre dans un cadre professionnel, mais qui ont vraiment été, je pense, game changer dans ce métier pour le perdurer en tout cas. Il y a quelques années, vous avez décidé du coup d'externaliser la partie gestion de talent. Est-ce qu'il y avait une stratégie particulière pour cette raison? Effectivement, on a externalisé notre gestion opérationnelle de l'influence chez WOO, dans un objectif de effectivement redonner de la valeur aussi à la stratégie interne et pouvoir se libérer du temps sur la partie opérationnelle, mais également aussi pour un gain d'efficacité, d'optimisation, de visibilité de toutes nos actions sur toutes nos marques, avoir des bilans qui parlent le même langage, qui sont recensés dans la même structure. Donc finalement, tout ça, c'était du bon sens. C'est ce qui n'empêche qu'on travaille avec toutes les agences du marché qui représentent les talents avec qui on travaille au quotidien. Dans ce métier, comme tu avais plein de marques, tu te dois d'être un peu avant-gardiste. Comment tu faisais du coup? Est-ce que tu avais entre guillemets les top talents avec lesquels tu travaillais un peu de manière régulière? Et est-ce que parfois du coup tu disais tiens, il faut aller chercher un peu le nouveau talent? Comment tu faisais justement pour être toujours un peu avant-gardiste sur tes choix? Bien sûr. Alors effectivement, on tenait à avoir, enfin en tout cas, je tenais à avoir une relation assez régulière avec les talents avec qui on travaille, parce que pour moi, la base de ce métier-là aussi, c'est l'humain. Donc c'était très important. Effectivement, on essaie au maximum de rencontrer, d'être à l'écoute des créateurs de contenu avec qui on est partenaire. Après, effectivement, la veille, elle est importante. Donc on a des agences partenaires aussi qui nous accompagnaient sur ça. Mais effectivement, c'est rester connecté tout le temps. C'est de la veille quotidienne. C'est aller regarder c'est quoi la série Netflix de demain, qui est la star dedans, de faire de la veille sur les réseaux sociaux, de voir les petits profils qui sont rising, qui se développent. Mais c'est du 100% connecté. Est-ce que tu as remarqué parfois une erreur régulière que faisaient les différentes marques? Pas forcément chez L'Oréal, ça peut être chez vous ou ailleurs, mais en tout cas une erreur qui se fait de manière récurrente en des partenariats. Là, je sors de L'Oréal, hein, je parle au plus global, en tout cas ma vision de ce que je peux voir effectivement sur toute marque. Ce qu'on peut voir et ce qui peut pour moi être une erreur, c'est de confondre un créateur de contenu avec une page publicitaire. En fait, un créateur de contenu, on le prend pour son ADN, pour ce qu'il produit, pour ce qu'il crée et pour sa valeur ajoutée. Donc, en fait, un brief aujourd'hui doit être libre, doit pouvoir être interprété avec bien sûr les mots-clés et puis ce que représente ce qu'on veut vendre, hein, bien sûr, mais il doit être interprété à la manière du talent. Et ça, ce qu'on peut voir quand même
même sur le marché, parfois trop de marques qui confondent influence et publicité. Donc, je dirais probablement ça, c'est une erreur. Et ces briefs trop stricts peuvent justement brider la créativité du talent et aussi manquer d'authenticité. Et ce qu'on veut, et ce qu'une marque normalement cherche, c'est des contenus authentiques pour maximiser la valeur de son message. Le marché de l'influence a beaucoup évolué ces dernières années. C'est quand même beaucoup structuré. On voit beaucoup d'agences grimper très vite. Comment tu as observé, toi, ces dernières années, l'évolution de l'influence? Comment j'ai observé l'évolution de l'influence? Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La première, c'est la professionnalisation du secteur avec des productions type de youtubeurs qui sont carrées, organisées, des vraies productions d'entertainment pour leur cible et pour les gens aujourd'hui. Ça, je trouve ça, et c'est très positif. D'ailleurs, c'est des points positifs que je donne sur l'évolution du secteur. Donc vraiment, tout ça, ce professionnalisation à travers des contenus et des productions très qualitatives qui font, on le voit, hein, des millions de vues sur YouTube. Donc c'est ce que cherchent aujourd'hui les consommateurs. Du long terme, aujourd'hui, on voit beaucoup moins de one-shot avec des talents ou des célébrités d'ailleurs, ou des créateurs de contenu. On voit beaucoup plus de contrats et de contenus qui sont sur le long terme et de collaborations sur le long terme. Donc ça, c'est top parce que ça permet déjà d'entretenir les messages, de leur redonner de la valeur et de l'authenticité et de fidéliser aussi à la fois nos partenaires, mais aussi les consommateurs qui sont derrière. Et je dirais en troisième, l'évolution de la micro et la nano-influence qui devient primordiale sur le bas de la pyramide et qui est aujourd'hui le levier de considération et de conversion. On fait aussi, on va chercher, on s'identifie à une star, mais on a confiance à son voisin et à son copain. Donc, je dirais que c'est ces trois choses-là qui sont très positives d'ailleurs et qui sont les trois grosses évolutions du secteur. Alors, tu avais, je pense, le poste le plus convoité sur le marché. Je te le racontais tout à l'heure chez L'Oréal. D'ailleurs, je n'ose même pas imaginer le nombre de CV qu'ils ont dû recevoir pour ce poste. Pourquoi tu as choisi de quitter un groupe comme L'Oréal pour aller en agence? J'étais sûre que tu allais me poser cette question. Je dirais déjà pour aller chercher une complémentarité et aussi du challenge. J'ai toujours voulu mettre du challenge dans ma carrière professionnelle. Et aussi, rejoindre une agence, c'est différent dans la manière de travailler. Alors, c'est plus une grosse structure, un gros groupe. Donc, je pense que c'est aussi un gain de flexibilité, de prise de décision, d'autonomie et de vision 360 que je cherchais aussi à ce moment de ma carrière. Et puis, e-Idol, parce que, effectivement, déjà, ça faisait quelques années que je travaillais en proche collaboration de par le fait que j'étais sa cliente avec Lolita et avec e-Idol. Donc, j'admire la vision et l'ambition de la fondatrice et de l'agence. Et puis, c'est une agence en hyper-croissance, x16 en 3 ans et demi. C'est quand même un créneau à prendre aujourd'hui. Donc, j'ai envie de participer à cette évolution et aller chercher et voir ce que c'est finalement l'autre côté de l'annonceur. Et comment s'est présentée cette opportunité ? Cette opportunité, elle s'est présentée parce qu'effectivement, on se côtoyait par nos métiers respectifs et finalement, les connexions ont été si fluides que c'est devenu un peu une évidence. Et puis, on n'a pas commencé à discuter et finalement, si on travaillait ensemble. Et puis, voilà, ça s'est fait et c'est maintenant. Et qu'est-ce que tu veux apporter du coup aux talents que tu vas accompagner dans ton pôle ? Une vision stratégique de carrière d'image avec les connaissances que j'ai du coup de l'annonceur et de ses attentes. Et au-delà de ça, un accompagnement sincère et visionnaire, que ce soit des choses plus positives ou plus négatives à dire à son talent. Mais c'est ça qui fait aussi l'honnêteté et le progrès. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les talents veulent créer leur propre projet, que ce soit lancer une marque, que ce soit faire une émission, etc. Et c'est aussi de les accompagner dans ces projets plus personnels avec une vision de marque. Donc là, tu es passé de l'annonceur en agence. C'est vrai que souvent, chez l'annonceur, tu es un peu le choix du roi, comme on dit. Alors qu'en agence, c'est souvent plus compliqué parce que tu dois un peu défendre tes talents auprès des marques. Comment tu vois un peu ce changement ?
Je le vois hyper positivement parce que je le vois vraiment en complémentarité de ces 8 premières années de carrière. Mais je le vois aussi je vais tester mon côté commercial et de J'ai aucun négociatrice. doute. Voilà, donc je le vois plutôt positif et c'est un challenge que vraiment m'imposer aussi à ce moment-là. Et je pense que si on ne change pas de son mindset et qu'on est toujours autant sincère et authentique dans son approche, je ne vois pas pourquoi ce serait beaucoup plus difficile en agence que chez l'annonceur d'être dans la séduction avec ses talents et de continuer cet accompagnement. Alors là, chez EA Idols, tu vas notamment accompagner une des plus grandes créatrices de contenu, qui est devenue une célébrité maintenant d'ailleurs. Je parle d'Iris Mittener. Comment on fait pour accompagner une personne qui a un tel aura? Je dirais en premier, c'est vraiment l'écoute, de construire une stratégie long terme, des points réguliers, vraiment identifier et écouter pour savoir où est-ce que son talent il veut aller et construire une stratégie long terme pour atteindre ses objectifs. Parfois, il faut faire des compromis, donc c'est pas refuser des gros budgets, mais pour aller justement plus loin, là où on va aller. Le conseil, que ce soit encore une fois positif ou négatif, et c'est ça qui est important, ne pas forcément être impressionné par son talent et pouvoir lui dire les choses de manière la plus objective. Donc voilà, et surtout aussi l'organisation. Voilà, avoir des équipes qui soient organisées pour pas être de part et d'autre et de rester focus sur ses objectifs. Pardon. Tout à l'heure, tu parlais de micro-influenceurs et de nano-influenceurs. Ces créateurs qui, du coup, ne s'imaginent même pas un jour travailler avec des grandes marques comme L'Oréal ou d'autres, hein, il n'y a pas que L'Oréal d'ailleurs, évidemment. Quels conseils tu pourrais leur donner pour accéder à des marques comme ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, donc je dirais, le premier conseil que je dirais, ce serait vraiment de rester authentique. Parce que l'authenticité renforcera la singularité du talent. Donc je dirais que c'est vraiment la première chose à garder en tête. Et aussi le bon relationnel. En fait, on a envie de travailler avec des gens qui nous font du bien quand on les voit, qui sont sympas. Et inversement, hein, je parle pour les marques aussi. Et la troisième chose, ce serait de garder aussi cette approche d'organique et de spontanéité. C'est vrai qu'une marque, quand elle a un contrat avec un talent, avec X contenu à l'année, on aime toujours bien voir un petit peu la marque pop-up aussi dans des contenus un peu plus spontanés. Donc je dirais, c'est rester authentique, avoir un bon relationnel et garder de la spontanéité. On voit souvent des créateurs aujourd'hui travailler soit seuls ou éventuellement avec une assistante et d'autres avec une agence. Est-ce que pour toi, il y a une meilleure solution? C'est selon propre à chacun, du coup. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution, ça dépend de son organisation et de la nécessité d'accompagnement qu'on a besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste un agenda à tenir et puis des budgets à valider et des vidéos à envoyer. Il y a toute une dimension qui est derrière, qui est juridique, qui est comptable. Donc après, ça dépend de soi et de comme sa gestion administrative et de ce qu'on sait faire. Je pense que l'agence, c'est bien parce que ça permet de se reposer sur une vraie structure qui est bordée d'impôts juridiques, etc. Notamment notamment s'il peut y avoir, on ne sait jamais, hein, un conflit ou quoi, c'est sûr qu'on n'est plus tout seul. Après, c'est vraiment un choix propre à soi-même. Si ça avait été mon choix, je pense que j'aurais été rassurée d'être en agence. Maintenant, c'est vraiment en fonction de ses besoins et de ses envies. Et à l'inverse, quelles erreurs doivent-ils éviter, ces créateurs? Je pense que ne plus avoir les pieds sur terre, ça peut porter défaut. Parfois, on ne se rend pas compte. C'est vrai que le succès, les sollicitations, les budgets, c'est difficile, j'imagine. Alors, c'est pas mon cas, hein, mais j'imagine que ça peut être compliqué aussi à gérer. Et donc, c'est de manquer d'intérêt ou peut-être de manquer d'égal à égal. Finalement, un créateur a besoin d'une marque, comme une marque a besoin d'un créateur. Donc, je pense que c'est cette relation d'égal à égal à prospérer qui est importante. Donc, vraiment rester soi-même et authentique et surtout respectueux. Et si tu devais donner du coup 3 conseils pour monter un peu en gamme et fidéliser un peu les marques dans leur partenariat, ce seraient lesquels? Je dirais, c'est ne pas choisir au budget. Parce que quand on a des objectifs, notamment de monter en gamme, il faut choisir là où on veut aller, choisir les collaborations qu'on fait et faire des compromis.
Donc ça, ce serait la première. La deuxième, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, mais l'authenticité. Voilà, il faut toujours rester authentique et ça se ressent dans les contenus. Et donc, peu importe la marque, qu'on soit une marque plus accessible ou une marque plus haut de gamme, on veut des profils authentiques. Et la dernière, la spontanéité. Quel conseil tu aurais aimé recevoir en début de carrière? Ce serait peut-être un conseil plus humain qui serait de parfois prendre du recul. C'est vrai que c'est un métier où la frontière personnelle et professionnelle, elle est très limitée, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qui sont à leur propre compte, donc qui n'ont pas d'horaire forcément de travail comme nous, de week-end, de soir, etc. Donc la frontière est un peu difficile. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande aussi beaucoup de mental. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à l'avoir, mais plus de recul dès le début de ma carrière. Je pense qu'on est parfois trop investi et c'est bien aussi parce que d'un côté, c'est ce qui fait qu'on est intéressé et qu'on aime notre métier, mais quand même un peu plus de recul sur le job. On s'aperçoit aujourd'hui, et tu l'as, je pense, vécu aussi dans ton métier et certainement dans ce que tu vas avoir, que beaucoup d'annonceurs font de plus en plus appel à des créateurs et moins des célébrités. Est-ce que tu le ressens aussi ou pour toi, enfin, quelle est un peu l'évolution entre les créateurs versus les célébrités dans le monde de l'influence? Alors c'est marrant parce que moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit justement quand on a eu cette phase vraiment, et qui perdure, hein, sur les créateurs de contenu, parce qu'on allait chercher l'authenticité. C'est vrai que toute cette phase avec des grandes égéries pouvait peut-être manquer à l'époque de considération et de surtout, ça faisait l'image de la marque bien évidemment, mais peut-être manquer un peu de considération et manquer, vous savez, un consommateur aujourd'hui, il a besoin de s'identifier. Donc c'est pour ça qu'on arrivait, je pense, à autant de créateurs de contenu, parce que finalement le consommateur s'identifiait plus à un créateur de contenu qu'à une célébrité. Et en fait, je pense qu'on revient un peu à retravailler avec des célébrités. J'entends par là tous les talents qui ont des métiers premiers avant la création de contenu, type des sportifs, chanteurs, acteurs, etc. Et du coup, ça revient chercher la complémentarité. On gagne la considération et l'authenticité avec les créateurs de contenu, mais on va chercher aussi une ADN de marque à une célébrité. Donc en fait, je trouve que les deux vont ensemble et les deux sont importants dans une stratégie. Est-ce que pour toi, un créateur de contenu peut devenir une célébrité? C'est une question très difficile. Je dirais que c'est rare, mais que oui. Aujourd'hui, je donnerai l'exemple de Léna. Je pense que beaucoup de gens doivent donner l'exemple de Léna dans ces podcasts. Mais c'est vrai, c'est la référence puisque c'est la carrière qu'elle mérite d'avoir, hein, et qu'elle s'est donné les moyens pour avoir. Aujourd'hui, sur des profils comme Léna, effectivement, qui a commencé avec ses vlogs d'août, donc sur YouTube, donc par de la création de contenu, mais avec tellement une carrière aussi créative et brillante qu'on arrive, oui, sur des profils de célébrités, où on m'a maintenant invité au Met Gala, sur peut-être des projets qui sont au-delà de la création de contenu aujourd'hui. Donc je dirais que oui, mais c'est anecdotique. Qu'est-ce que tu retiens de ces 8 années du coup chez L'Oréal dans ton métier? Je retiens déjà beaucoup de bons souvenirs et beaucoup de fierté, mais surtout, je retiens que j'ai appris, en tout cas, et ce que je veux perdurer, en tout cas, dans la suite de ma carrière, de garder des valeurs sincères, authentiques, peu importe qui on rencontre, peu importe notre métier. Et je pense que c'est ça qui fait la clé de réussite sur la longueur. J'ai une dernière question avant de faire le petit jeu dont je te parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu auras le droit de me répondre, mais je te la pose quand même. Parce que tu vas développer du coup un pôle célébrité. Donc, on se demande tous quelles seront les célébrités que tu vas recruter. Est-ce que tu as le droit de citer des noms? Alors, je ne citerai pas de nom. En fait, l'idée sur un pôle célébrité d'une agence, c'est surtout d'avoir des amis de l'agence. On ne travaille pas la célébrité de la même manière que l'influence. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un roadster ami, en tout cas, de l'agence qu'on peut solliciter, qu'on peut accompagner. Voilà, et ce roadster est déjà en route et va continuer encore plus. Parfait, j'ai un petit jeu à te proposer. Je te donne 2 mots ou 2 petites phrases et tu me dis lequel te correspond le plus. Agence ou annonceur? Jusqu'à présent, je dirais annonceur, mais maintenant que j'arrive tout juste en agence, je vais dire agence. Squeezie ou Inoxtag?
Et Inoxtag pour les risques, Squeezie pour les productions. Soirée créateur ou avant-première au cinéma? Soirée créateur. Brief court ou brief interminable? Brief court. Story instantanée ou vidéo ultra produite? Story instantanée. TikTok ou Instagram? Instagram. Campagne beauté ou campagne lifestyle? Lifestyle avec de la beauté dedans. Influenceuse ultra premium ou micro-créatrice qui surprend? Micro-créatrice qui surprend. Une journée sans notification ou une journée où tout explose? Tout explose. Et alors, je te connais un peu, donc je t'ai gardé un petit piège pour la fin. Iris Mittenard ou Carla Ginola? Je choisis pas, je les adore. Ça marche. Merci Elodie pour le temps que tu nous as consacré, pour tout ce que tu nous as appris, et je te dis à bientôt. Merci.